Hello à toi si tu rentres en première année de droit ou tu es déjà en première année de droit et que tu as des questions, cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, laisse-moi me présenter, moi c'est Julia, à l'origine de cette chaîne YouTube Madame fait du droit. J'ai obtenu ma licence de droit avec 15 de moyenne générale et je viens tout récemment d'obtenir un M1 en droit privé et des affaires avec la mention bien. Entrons dans le vif du sujet avec une question qui revient souvent sur internet et dans la vraie vie. Est-ce qu'il faut connaître par cœur les codes quand on est étudiant en droit? Évidemment que non. Déjà, rien que la taille des codes, ce serait impossible. Mais dans le monde professionnel, tu auras ton code à proximité ou, si tu n'as pas ton code, le site Légifrance. Donc ça n'a aucun intérêt. En partiel, tu as aussi accès à tes codes. Donc, encore une fois, pas d'intérêt. Il t'arrivera sûrement de connaître quelques articles par cœur, à force de les voir écrits ou de les écrire toi-même, comme l'article fourre-tout 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, blablabla, mais ce sera vraiment l'exception. Parfois, il y a des profs qui n'autorisent pas le code civil au partiel. Par exemple, moi, en L1, la prof de droit civil ne nous autorisait pas à avoir notre code civil. Son raisonnement, c'était que, vu qu'on était en première année, qu'on n'était pas habitué à l'usage du code, ça allait nous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Et honnêtement, c'est entendable comme raisonnement. Alors, elle n'avait pas de grosses attentes après au niveau du partiel, c'est-à-dire qu'on avait des cas pratiques à résoudre, il fallait qu'on applique le raisonnement de l'article, mais sans citer l'article et sans citer les numéros d'article. C'était pas du tout attendu. Voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup travailler en droit? Eh bien, là, la réponse, elle est oui. Attention, cependant, elle est à nuancer. J'ai vu énormément d'étudiants beaucoup travailler et ne pas obtenir les résultats attendus. Il y a deux explications à ça. La première, ce serait que la méthode de travail n'était pas adaptée au type d'épreuve. En effet, on ne prépare pas pareil, de la même manière, un oral qu'une dissertation ou qu'un commentaire d'arrêt. Normalement, les profs vous annoncent le format de l'épreuve finale ou deux formats potentiels, mais certains profs se contentent de dire que l'épreuve finale sera soit un oral, soit un commentaire d'arrêt, soit une dissertation, un cas pratique ou un commentaire de texte. C'est pas très cool parce qu'on ne prépare pas de la même manière pour préparer efficacement. J'en profite sur ce point pour vous rappeler que si le prof vous a fourni une méthode qui lui est propre, il faut la suivre. Vous trouverez des tas de guides méthodologiques sur internet et dans les livres, mais appliquez toujours la méthode du prof à votre prof s'il vous la fournit. Ne risquez pas de perdre des points inutilement, surtout qu'en droit, c'est très facile de perdre des points. La seconde raison de l'échec de ces étudiants travailleurs, elle peut également parfois s'expliquer par leur méthode de travail qui n'est pas adaptée à leur façon d'apprendre. En effet, la méthode de vos camarades de classe ne sera pas forcément celle qui fonctionnera pour vous. Il faut trouver la vôtre. On nous dit beaucoup sur internet d'apprendre par cœur le plan du cours par exemple. Pour moi, c'est indigeste, j'en suis incapable. Alors à la place, je transforme la structure de mon cours, qui donc est parfois plus détaillé que le plan, en schéma avec uniquement des mots-clés pour les grandes catégories. Et arrivé devant le partiel, si j'ai un trou de mémoire ou quoi que ce soit, je prends mon brouillon, je refais mon schéma que j'ai appris par cœur, et comme ça me permet d'avoir une structure et de retrouver ce qui me manque. Il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Ça peut prendre un petit temps, ce ne sera pas forcément immédiat. Peut-être que tu as déjà trouvé ta méthode de travail, ça c'est très bien, mais voilà. Le point suivant s'intitule « Une licence en 3 ans ou plus », tout simplement car je souhaite que tu prennes conscience qu'il n'y a absolument rien de dramatique à aller au rattrapage ou à redoubler. Si tu obtiens ta licence en 3 ans, c'est merveilleux. Si c'est en 6 ans, c'est merveilleux aussi. Tu auras ta licence à la fin. Les rattrapages ou le redoublement ne t'empêcheront pas d'obtenir le job de tes rêves, de même que tu peux redoubler et obtenir le master dont tu as toujours rêvé. Quand on rentre à la fac à la vingtaine, on a tendance à se comparer aux autres. Moi, ma licence de droit, je l'ai fait à 30 ans, donc crois-moi, c'est pas une course. Beaucoup de gens se réorientent arrivés à la trentaine, changent complètement de milieu professionnel, reprennent des études. Si tu redoubles une fois, c'est pas dramatique, même 2 ou 3 fois d'ailleurs. Enfin, s'il y a un enjeu financier à côté, sache que les formations à distance en licence de droit comme en master de droit permettent de garder une activité professionnelle à côté des études. Personnellement, j'ai fait mes 4 années en travaillant à temps plein. Le choix des masters est un peu plus restreint. Par exemple, tu auras pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de droit notarial en distanciel, mais c'est toujours une possibilité. Il y a des masters, il y a une certaine offre de master en droit public, en droit privé, en droit des affaires, en droit international, etc. Donc ça reste une piste exploitable. Après, je conseille pas forcément, parce que c'est compliqué d'avoir une activité, surtout si elle est à temps plein, en plus des études. Mais si tu n'as pas le choix, c'est une piste et j'en suis l'exemple, c'est faisable. Voilà. Ensuite, on va parler du mythe d'un étudiant sur 3. On entend souvent dire qu'en première année de licence, il y a un prof qui va vous dire de regarder à votre droite, puis à votre gauche, et qu'à la fin de l'année, il n'en restera plus qu'un d'entre vous sur les 3. Est-ce que c'est vrai? Alors là aussi c'est oui, mais encore une fois c'est à nuancer. En effet, je vais faire un comparatif avec une autre licence que j'ai obtenue, la licence LEA, langues étrangères appliquées, avant ma licence de droit, pour vous situer un petit peu qu'en fait cette déperdition elle a lieu un peu dans
toutes les licences. De la L1 vers la L2, c'était un peu similaire en LEA, c'est-à-dire qu'on avait 700, un peu plus de 700 étudiants, 2 amphis pleins en L1, et on se retrouvait en L2 à un seul amphi. Alors, pourquoi il y a une déperdition comme ça entre la L1 et la L2 dans les formations universitaires? Il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, bien sûr, il y a une part non négligeable d'échecs à la première année, ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a également les erreurs d'orientation, ceux qui se rendent compte qu'en fait, ça ne leur plaît pas. Puis il y a ceux qui sont venus ici parce que papa et maman les ont poussés dans ces études-là alors que ça les intéresse pas du tout et qui finalement se disent non mais en fait je vais pas me faire la misère pour rien. Il y a également ceux qui se sont inscrits à cette formation à défaut d'avoir obtenu celle qu'ils souhaitaient. Et il y a ceux qui sont dans l'attente d'autres choses aussi. Donc il ne faut pas te laisser décourager parce que les taux d'échec sont élevés. Ce n'est pas parce que c'est le cas que tu vas échouer. Voilà. Faut-il acheter des livres en licence? Alors là, ma réponse est non. Pardon, mais non. Le seul livre indispensable, c'est le Code civil. Tu peux le renouveler chaque année ou une année sur deux s'il n'y a pas de réforme importante, mais le reste, tu pourras les louer à la BU, la bibliothèque universitaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, en L1, j'en ai acheté des livres, et ils sont quand même assez chers. Au final, tu ne vas t'en servir qu'un seul semestre, et même si tu arrives à les revendre, ce sera pour un prix inférieur à ce que tu as payé. Avec ta carte étudiante, tu as accès à la BU. Si tu en as une près de chez toi ou de ton campus, n'hésite pas à aller louer un maximum de livres. Les durées d'emprunt dépendent sûrement de chaque BU. Dans la mienne, c'était 3 semaines en licence et 5 semaines en master. Je ne sais pas comment ce sera dans la tienne, il faut que tu te renseignes là-dessus, mais c'est vraiment pas mal. Moi, j'en louais plusieurs, 2 par matière juste avant les partiels pour compléter mes cours et les notions parfois un peu difficiles parce que quand tu es en amphi, parfois tu décroches. Donc, t'as beau prendre les cours, demander à tes collègues, etc. Il y a des notions qui peuvent être un peu floues. Tu peux regarder sur Internet, mais c'est pas mal aussi d'avoir un livre qui est généralement structuré plus ou moins comme ton cours. Alors là, j'ai un petit peu l'impression de révéler un secret, mais ayant emprunté énormément de livres à la bibliothèque pendant mes 4 années d'études, il se trouve que parmi ces livres, tu n'as pas que des livres de cours, tu as des livres de méthodologie, mais tu as aussi des livres d'exercices. Et certains de ces livres d'exercices comportaient des cas pratiques qui ont pu tomber sur des exercices ou des partiels finaux. Voilà, donc évidemment quand tu arrives devant ta copie et que tu as travaillé sur ces livres, tu as travaillé sur ces exercices, c'est pas la même chose que quand tu découvres l'énoncé. Tu perdras moins de temps, tu seras plus rapide dans tes réponses puisque tu te seras déjà exercé sur exactement le même énoncé. Donc c'est important aussi de louer des livres d'exercice et notamment aussi pour les commentaires d'arrêt, et je te dis ça pour ta L2 où tu vas découvrir le droit administratif, n'hésite pas à louer des livres méthodologiques ou d'exercices avec des exemples de corrigés, de commentaires d'arrêt, des exemples d'intitulés, etc. Parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir comprendre ce qui est attendu dans cet exercice qui n'est pas forcément simple. En ce qui concerne les codes autres que le code civil, normalement ta BU est censée en avoir quelques exemplaires. Attention cependant, je pense en particulier à l'affreux code monétaire et financier qui m'a accompagné douloureusement en M1. Certains codes ne sont pas forcément disponibles, mais si tu peux éviter d'acheter, c'est toujours mieux parce que voilà, c'est un poil cher quand même. Je t'invite à regarder le prix du code monétaire et financier sur internet. La dernière grosse question sera: quelle est l'année la plus difficile? Encore une fois, la réponse est variable, cela dépend des gens. J'en ai vu dire la L1 puisque tu découvres de nouvelles matières, de nouvelles méthodes de travail. Si tu sors du bac, parfois l'indépendance et les soirées étudiantes, les casaniers, vous partez avec un sacré avantage. D'autres répondent la L2 avec la découverte du droit administratif et ses jurisprudences. Personnellement, ça a été celle que j'ai le mieux réussi. Pour moi, l'année la plus dure, c'est la L3. Tu as déjà 2 ans de droit dans les pattes et il faut réussir les partiels du S5 en même temps que tes candidatures en master. Et c'est pas cool. Mais du coup, c'est plus sur la question de l'organisation et non du contenu des cours que je la trouve la plus difficile. Pour finir cette vidéo, je te dirais simplement d'avoir confiance en tes capacités. Si tu as la motivation, l'envie et que tu fournis le travail nécessaire, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et tu verras, tu vas cligner des yeux et tu seras déjà en master. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions et je t'invite à t'abonner pour du contenu de cours sur la chaîne. Bonne journée à toi!